Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un match qui avait vraiment tout d'un piège. Ah oui, clairement. Le barrage aller de Ligue des Champions, Benfica contre le Real Madrid. Le contexte était brûlant. Le Real retournait à l'Estadio da Luz à peine 3 semaines après y avoir pris une vraie claque, une défaite 4-2. C'est ça. Donc autant dire que la pression était maximale. Et bon, sur le papier, mission accomplie pour Madrid. Victoire 1-0, ils prennent une option sérieuse pour la qualification. Tout à fait. Mais voilà, ce match, il restera dans les mémoires pour toute autre chose. Un incident d'une extrême gravité a éclaté et ça a complètement fait passer le football au second plan. C'est exactement ça. La soirée a vraiment eu deux visages. C'est presque deux matchs en un. Pour bien tout comprendre, on va décortiquer ça en 2 temps. D'accord. On va examiner les accusations de racisme, les versions qui s'opposent, les réactions à chaud, que ce soit des joueurs ou des entraîneurs. C'est essentiel pour comprendre comment un match de foot a pu basculer comme ça. Allons-y alors. Commençons par le sportif. Le Real Madrid, franchement, il n'arrivait pas serein, avec des absences qui pèsent très lourd. C'est le moins qu'on puisse dire. Rodrigo suspendu et, surtout, Jude Bellingham blessé. Et on sait d'ailleurs déjà qu'ils ne seront pas là pour le retour non plus. Ça change complètement la donne. Ça change tout parce que ce sont deux des principaux détonateurs de l'équipe. Heureusement pour eux, il y avait un retour majeur. Kylian Mbappé. Exactement, celui de Kylian Mbappé qui avait été laissé au repos le week-end précédent. Il était très attendu. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde juste les statistiques brutes du match, on a l'impression d'une domination totale de Madrid. Ah oui, les chiffres sont impressionnants, c'est vrai. 58% de possession, 16 tirs entre 10 pour Benfica. C'est presque un match à sens unique, si on s'en tient à ça. Mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite que pendant les 25 premières minutes, le Real a énormément souffert? Absolument. Sans un Thibaut Courtois des grands soirs, on ne parlerait peut-être pas du tout du même scénario. Dans le temps, elle n'était pas là dès le coup d'envoi. Au début, c'était bien Benfica qui mettait la pression, évidemment poussé par son public. Bien sûr. Et c'est là qu'on voit l'importance capitale d'un gardien de classe mondiale. La parade incroyable sur la volée déviée d'Orsnes, c'est le vrai tournant du début de match. Sans cet arrêt, Benfica mène en 0 et la confiance, elle change de camp. Courtois a littéralement gardé son équipe dans le match. Et une fois cette tempête passée, on a vu le milieu de terrain madrilène prendre le contrôle. C'est là que le match a vraiment basculé. Le duo français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga a été monstrueux. Ah oui, ils ont été énormes. Les sources leur donnent 710 à tous les deux, et franchement, c'est amplement mérité. On a eu l'impression qu'à partir de la demi-heure de jeu, ils ont éteint la lumière au milieu. C'est l'image parfaite. Ils ont vraiment été les moteurs de cette prise de pouvoir. Tchouaméni, dans ce rôle de sentinelle, a récupéré un nombre de ballons incalculable, et Camavinga, avec son volume de jeu, capable de casser les lignes, de se projeter. C'est ça. C'est vraiment cette doublette qui a permis au Real de confisquer le ballon et de faire reculer Benfica. Et cette maîtrise, elle a aussi rassuré une défense qui avait pris l'eau 3 semaines plus tôt. Parlons-en de cette défense, justement. Un Trent Alexander-Arnold retrouvé, et surtout une charnière centrale qui a surpris. À côté d'Antonio Rüdiger, il y avait le jeune Dean Huijsen. Pour un premier match à élimination directe à ce niveau, c'était un sacré pari. Un gros pari, oui. Il s'en est bien sorti, noté 7-10, mais est-ce qu'on n'a pas vu aussi quelques petites erreurs de placement qui auraient pu coûter cher face à une attaque plus réaliste? C'est un point juste. Il y a eu un ou deux alignements un peu limite. C'est normal à son âge et avec ce niveau d'expérience. Mais ce qui est fascinant avec lui, c'est sa sérénité. Il n'a jamais paniqué, même sous pression. C'est vrai. Sa qualité de relance a été précieuse pour sortir des phases de pressing. Franchement, pour un baptême du feu dans un stade comme l'Estadio da Luz, c'est une performance qui en dit très long sur son potentiel. Le coaching d'Arbeloa était audacieux, mais au final, payant. Et au bout de cette domination qui s'installe, il y a le but. L'unique but du match, à la 50e minute, œuvre de Vinicius Junior sur une passe de Mbappé. C'est un peu le paradoxe de la soirée pour ces deux-là. Complètement décisif. Mhm. C'est lui qui attire 2 défenseurs et qui décale parfaitement Vinicius pour le but. Sa simple présence libère des espaces. Donc oui, on peut critiquer son manque d'efficacité, mais on ne peut pas nier qu'il est impliqué sur l'action qui offre la victoire. C'est la marque des grands saints. Victoire donc, Et ce but de Vinicius, qui aurait dû être le moment de gloire pour le Real, le symbole de la revanche, devient en quelques secondes le point de départ du chaos. c'est là que tout bascule. C'est là que la soirée a changé de dimension.
Totalement. On est à la 50e minute. Vinicius marque cette frappe surpuissante dans la lucarne. Il va célébrer devant les supporters de Benfica en les chambrant un peu. Classique. L'arbitre François Letexier lui met un carton jaune, ce qui est logique pour ce genre de célébration. Et c'est là que tout s'envenime. Une altercation éclate avec un joueur de Benfica, Gianluca Prestiani. Et la scène devient extrêmement confuse, très tendue. Vinicius se désintéresse de l'altercation, il court vers l'arbitre, il est hors de lui. Il pointe Prestiani du doigt et on le voit répéter quelque chose. Les lectures labiales, les témoignages qui suivront, tout indique qu'il l'accuse de l'avoir traité de mono. De singe. De singe, oui. À ce moment-là, le match s'arrête. On sent la gravité de la situation sur le visage des joueurs. L'arbitre interrompt le jeu, le protocole antiracisme de l'UEFA est activé, et pendant près de 10 minutes, le football n'existe plus. C'est fini. On est face à quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus laid. Et c'est le début d'une guerre de communication, avec deux versions qui vont s'affronter frontalement. D'un côté, on a celle de Vinicius. Après le match sur Instagram, il utilise des mots très très durs. Il parle des racistes comme de lâches, qui, je cite, ont besoin de mettre leur maillot devant leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. C'est fort. Et il est aussi très critique envers les instances. Il parle d'un protocole mal exécuté qui n'a servi à rien. On sent vraiment une colère et un sentiment d'impuissance. Et en face, c'est le démenti catégorique. Gianluca Prestiani utilise aussi les réseaux sociaux. Il nie en bloc. À aucun moment je n'ai proféré d'insultes, raciste, et il avance que Vinicius a mal compris. Il ajoute même une couche en affirmant avoir reçu des menaces de la part de joueurs du Real. On est donc dans un cas classique et terrible de parole contre parole. Sauf que, cette fois, Vinicius n'est pas seul. Absolument pas. Ses coéquipiers forment un bloc, mais un bloc impressionnant. Kylian Mbappé sort du silence avec une déclaration d'une force rare. Oui, très rare. Il affirme avoir entendu Prestiani traiter Vinicius de singe 5 fois. 5 fois. Et il ajoute que ce joueur, je cite encore, ne mérite plus d'avoir la chance de jouer en Ligue des Champions. Ce sont des mots qui pèsent énormément venant d'un joueur de son statut. Ce n'est pas un soutien de façade, là, c'est un témoignage direct. Et il n'est pas le seul. Aurélien Tchouameni confirme la version et donne un détail crucial. Il révèle que l'équipe a sérieusement envisagé de quitter le terrain. Carrément. Et que c'est Vinicius lui-même qui leur a demandé de reprendre le match. Ça montre jusqu'où les joueurs étaient prêts à aller. Trent Alexander-Arnold, lui, parle d'une honte pour le football, d'un acte dégoûtant. C'est un front commun, sans la moindre fissure. Et cette solidarité incroyable des joueurs, elle contraste de manière saisissante avec les réactions des deux entraîneurs. C'est presque un cas d'école. D'un côté, Álvaro Arbeloa pour le Real. Soutien total. Soutien total et inconditionnel. Sa ligne est limpide. Tolérance zéro concernant le racisme. Il assure que toute l'équipe aurait suivi Vinicius s'il avait décidé de sortir. C'est le soutien total d'un club derrière son joueur. Et de l'autre côté, il y a José Mourinho. Et sa réaction est beaucoup plus complexe et, pour tout dire, beaucoup plus ambiguë. Oui. Dans un premier temps, il joue la carte de la neutralité. Il sort cette phrase qui a fait le tour des médias. L'un me dit une chose, l'autre me dit l'inverse. Il refuse de prendre position. J'avoue que la réaction de Mourinho me laisse perplexe. On le connaît pour être un grand protecteur de ses joueurs, mais là, il ne s'arrête pas à la neutralité. Il déplace le débat sur la célébration de Vinicius en demandant « Pourquoi toujours de cette manière ?» Il sous-entend que le Brésilien provoque et qu'il aurait donc une part de responsabilité. C'est une stratégie pour détourner l'attention ou il y a autre chose derrière ? C'est une stratégie de communication très calculée. C'est typique de Mourinho. En fait, il fait 3 choses en une. D'abord, il protège son joueur, Prestiani, en ne le condamnant pas. Ensuite, il instille le doute sur la version de la victime. Et enfin, il déplace le blâme en pointant du doigt une prétendue provocation. C'est ça. Il met sur le même plan une célébration de but, même chambreuse, et une insulte raciste présumée. C'est ça qui est extrêmement problématique dans sa déclaration. Il refuse de hiérarchiser la gravité des faits et choisit de défendre son club avant tout. Ce qui crée une fracture énorme entre, d'un côté, la perception des joueurs sur le terrain qui ont vu un acte de racisme pur et simple, et de l'autre, celle d'un entraîneur qui y voit une polémique avec des torts partagés. C'est assez révélateur des tensions qui existent dans le football sur ces questions. Tout à fait. Et face à cette situation explosive, les institutions ont dû réagir.
La Confédération brésilienne de football a très vite publié un communiqué de soutien à Vinicius, ce qui est hélas devenu une habitude malheureuse. Malheureusement. Et surtout, l'UEFA a officiellement ouvert une enquête. Les rapports de l'arbitre et des délégués sont en cours d'analyse. Des sanctions pourraient tomber, mais le processus sera long. L'affaire est maintenant dans les mains de la bureaucratie disciplinaire. On se retrouve donc avec une soirée schizophrénique. Sur le plan sportif, c'est une victoire capitale pour le Real Madrid. Ils ont pris leur revanche, ils ont une option sur la qualif. C'est une opération parfaite. Et sur le plan humain, c'est un désastre. Une soirée assombrie, salie par cette accusation gravissime. Une fois de plus, le racisme s'invite dans un stade de football et vient nous rappeler à quel point ce fléau est profondément ancré. Le résultat, la tactique, les performances, tout paraît dérisoire à côté. C'est exactement ça. Le score est devenu anecdotique. Ce qui est marquant, c'est que ça dépasse largement le cadre de ce match. On a l'impression de revivre sans cesse le même scénario. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point les réactions sont symptomatiques du problème. D'un côté, tu as la réaction instinctive, humaine, solidaire des coéquipiers. Pour eux, il n'y a pas de débat. Un des leurs est attaqué, ils font bloc, ils sont prêts à tout arrêter. C'est une réaction de vestiaire, une réaction de frères d'armes. Oui. Qui pense d'abord à l'intérêt de son club, à la gestion de l'image. Et ce fossé entre ces deux mondes est peut-être au cœur du problème. C'est une excellente conclusion. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Au-delà de ce que décidera l'enquête de l'UEFA, qu'il y a des sanctions ou non, que nous dit vraiment cet épisode? Que révèle ce contraste saisissant entre la solidarité immédiate des joueurs sur le terrain, cette fraternité qui les pousse à vouloir quitter le jeu, et la focalisation d'un entraîneur de renommée mondiale sur une simple célébration de but? Peut-être que le véritable défi pour le football n'est pas seulement de renforcer ses règlements, mais de surmonter ces fractures culturelles profondes, pour qu'un jour, face au racisme, il n'y ait plus qu'une seule et unique réponse, unanime et sans aucune ambiguïté.